Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture. On a déjà donné, épisode qui me donne le plaisir de recevoir Calixte de Nigremont. Calixte de Nigremont, bonjour. Bonjour, ami, bonjour. Calixte de Nigremont, vous vous appelez Calixte de Nigremont, ça n'est pas un pseudonyme, il aurait été très bien choisi, mais l'histoire et la nature a choisi pour vous, et vous exercez l'activité professionnelle que vous définissez comme maître de cérémonie. Si je peux même préciser, j'exerce la profession de maître de cérémonie, ce qui n'est pas la même chose que la fonction de maître de cérémonie. D'accord. Alors, j'avais dit activité professionnelle parce que je n'étais pas sûr que ce fût une profession répertoriée dans le répertoire de l'INSEE des professions, mais j'avais bien compris qu'il s'agissait d'une profession. C'est d'ailleurs pas tellement le sujet qu'il s'agisse d'une profession, car maître de cérémonie, dans maître de cérémonie, c'est cérémonie qui nous intrigue. Parce que, d'abord, y a-t-il encore des cérémonies? Quelles sont-elles? Et pourquoi a-t-on besoin de quelqu'un qui les prépare, qui les organise, qui officie anime dans le cadre de ces cérémonies, sans doute. Alors, pourriez-vous donner à nos auditeurs quelques exemples, ceux au fond auxquels vous êtes le plus attaché, peut-être, de cette activité qui est la vôtre? Vous imaginez bien que je ne pourrais pas vous dire quelles sont celles où je ne suis pas attaché, sinon évidemment j'en perdrais la maîtrise hors micro, immédiatement. Alors en fait, ma fonction, mon métier, consiste à accueillir des gens dans un espace, les faire patienter jusqu'au moment où la cérémonie. Alors la cérémonie, ça peut être le spectacle, la remise des prix, les numéros successifs d'un festival de cirque, des chevaux qui rentrent sur une piste, un festival de rue, un spectacle qui débute sur une place publique. Toutes ces choses, présenter l'événement en question, et puis raccompagner le public jusqu'à quasiment chez lui, enfin au moins sur le pas de la porte. Et donc ça, c'est votre activité depuis presque une trentaine d'années. Oui. Enfin, une de vos activités, parce que par ailleurs, vous écrivez, et vous avez longtemps écrit, d'ailleurs, j'ai eu la gentillesse de m'apporter les 2 tomes qui reprennent vos chroniques, vous avez longtemps écrit dans Ouest France une chronique dont on peut trouver le sujet étonnant quand on n'est pas familier de la région qui est la vôtre, c'est-à-dire le Maine-et-Loire. Enfin, c'est pas une région, d'ailleurs, du département qui est le vôtre. Vous avez écrit des chroniques en faveur de l'indépendance et de la liberté de l'Anjou, qui vous paraît gravement menacée, mais vous êtes un agent des Plantagenets? Alors, je suis un petit peu l'exécuteur testamentaire des Plantagenets plutôt. Partant du constat que tout le monde réclamait son indépendance et qu'il n'y avait pas de raison que, compte tenu de son patrimoine historique, de sa culture, de tout ce qui a pu précéder notre siècle, les Angevins n'aient pas droit à cette indépendance, pourquoi ne pas la réclamer? Au prétexte qu'on serait enclavé, on n'y aurait pas droit. Et donc, pendant 7 ans, tous les samedis, dans Ouest France, j'écrivais un billet d'humeur et d'humour sur l'actualité locale, régionale, nationale, internationale, dont le point de départ et dont l'angle était: quand nous serons indépendants, ce qui ne manquera pas d'arriver très prochainement, nous aurons des médailles d'or aux Jeux Olympiques, des prétentions à participer au concours Eurovision de la chanson, où nous aurons un point culminant qui sera considéré comme un point culminant par l'ONU. Et alors, dans cet Anjou, vous vivez et vous restaurez le château de famille. C'est ça, j'ai hérité de l'indivision familiale, d'une indivision familiale, ou plutôt j'ai racheté à une indivision familiale une vieille demeure qui est la demeure familiale, et donc il faut la retaper. Et ça a lancé, ça a été en tout cas dans la version officielle, le début de ma carrière, parce qu'il fallait payer les ardoises et honorer les factures des différents intervenants et des artisans. Quels sont les peines et les plaisirs du métier de maître de cérémonie? Les plaisirs, ils sont très nombreux. D'abord parce que j'arrive tout seul sur les événements que je présente et je suis d'une nature un peu réservée, même si ça ne se voit pas spontanément quand on me voit sur une scène. Et je suis obligé de fendre l'armure pour aller vers les gens en leur disant « Bonjour, c'est moi qui vais vous présenter. Qu'est-ce que vous souhaitez que je dise ou qu'est-ce que vous souhaitez que je ne dise pas ?» Fendre l'armure, vous en avez une, si je puis dire, qui est votre costume. C'est ça, c'est ce que c'est exactement. Est-ce que vous pouvez le décrire? Alors, on le voit sur Internet, il suffit de taper votre nom, mais j'ai une tenue qui est assez voyante et qui est volontairement voyante. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans des festivals de rue
Et quand vous intervenez dans la rue en tenue civile classique, les propos que vous tenez peuvent toujours être pris un peu au pied de la lettre. Quand vous êtes dans une grande tenue d'apparat, ce qui est mon cas, puisque j'ai une redingote noire, un pantalon ou une culotte, ça dépend des fois, noir également, j'ai le poitrail ceint par une écharpe rouge, je porte beaucoup de dentelles, des bijoux très nombreux, et je suis maquillé comme le duc de Richelieu dans sa période la plus galante. Et donc il fallait ce costume pour indiquer aux gens que ce qui était dit, les propos qui étaient tenus et la situation dans laquelle on se trouvait étaient forcément théâtrales, et donc à ne pas prendre au pied de la lettre. Et cette tenue que je garde depuis le début de ma carrière permet de dire aux gens, attention, c'est vraiment du théâtre, on est ici pour s'amuser ou pour passer du bon temps. En tout cas, on ne peut pas tout prendre au sérieux. Et donc c'est une espèce de marqueur de deuxième degré en quelque sorte. Effectivement, c'est très spectaculaire, dirons-nous. Oui, mais on sent effectivement qu'il y a à l'intérieur du costume lui-même une façon pas d'autodérision, j'aime pas le mot, mais de distance, de se moquer de soi-même. Vous avez d'ailleurs une formule que je trouve, je vous l'aurais bien prise, mais enfin c'est trop tard, pour vous présenter sur les différents réseaux sociaux. Je n'aime pas me vanter, mais je suis Calix de Nigremont, c'est ça? Je vous en fais cadeau, Philippe. Non, la formule, ça n'est pas pour me vanter, c'est une formule que j'ai beaucoup utilisée dans mes propres chroniques, mais ça n'est pas pour me vanter, je suis Philippe Meyer, je n'y avais pas pensé, donc je n'ose pas vous l'apprendre. Je vous en fais cadeau, Philippe. Vous étiez, merci, vous en étiez aux peines et aux plaisirs du métier de... Alors, donc, les plaisirs, ils sont très nombreux, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez ces rencontres en permanence. L'autre plaisir, un des autres plaisirs, c'est de découvrir des disciplines que je n'appréhende pas, que je ne connais pas au départ. Je n'étais pas prédisposé à présenter du cirque, qui est un peu ma vitrine, puisque c'est la partie la plus télévisée, en tout cas, de mes activités, ou des chevaux, ou des arts de la rue, ou des disciplines extrêmement pointues. Il m'arrive de présenter des congrès pour des corporations très, très pointues, dont je ne connais rien, et vous êtes obligé d'apprendre et de vous ouvrir un peu l'esprit en écoutant ce qui se passe, ce qui se dit, et c'est très enrichissant à tous les points de vue. Au-delà de la rencontre avec les gens, c'est la rencontre avec des disciplines. Et puis les autres plaisirs, c'est la reconnaissance du public, c'est potentiellement les joies de l'improvisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer sur une scène ou une piste sans savoir ce que je vais dire. J'ai une mission qui est de dire, nous allons maintenant accueillir tel jongleur ukrainien, et de pas savoir comment je vais arriver à ce point-là. Et combien de temps il va me falloir pour y arriver. Parce que ça dépend des aléas, de l'aménagement d'une scène, d'une piste, de l'entrée du public, des délais qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un peu pour ça qu'on fait appel à mes services. C'est parce que j'ai la réputation flatteuse de pouvoir parler pendant des heures sans avoir absolument rien à dire. J'en fais pas une gloire, mais c'est une de mes caractéristiques. Donc ça fait partie des grandes joies. Les peines, il y en a peu. Il y en a peu. Le plus compliqué, c'est d'aller d'un point A à un point B quand vous allez jouer à l'autre bout de la France et qu'il faut passer une nuit dans un carrosse ou dans un train. Mais voilà, il y a peu de peine. C'est vraiment la chance de faire un métier qui est extrêmement enrichissant à tous les points de vue. Est-ce que vous reconnaissez professionnellement un ancêtre dans les métiers des siècles précédents ? Qui pourrait éclairer, donner à nos auditeurs une meilleure vue de ce qu'est votre activité? Alors, peut-être les appariteurs et aboyeurs, appariteurs, le terme est un peu moderne, je crois, qu'on trouve à Versailles, oui, pour annoncer les uns les autres. Parce que quand j'accueille les gens dans une salle, j'aime bien les parer de multiples titres et annoncer le maréchal de Balleroy, la duchesse de Valois-Garignan, enfin des tas de gens des tas de titres qui flattent le spectateur, et c'est un peu mon objectif. J'ai la bassesse de flatter les gens pour en tirer la meilleure humeur possible. Donc c'est peut-être ça, oui, la référence. Après, j'ai vraiment le sentiment d'avoir la chance de faire un métier qui n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est très immodeste ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un peu le sentiment que j'en ai. Vous ne faites pas de congrès avec des homologues non, anglais, c'est ça, j'adorerais. J'adorerais créer une corporation internationale. Vous êtes à l'origine, vous avez fait des études d'histoire, et comment êtes-vous entré dans cette activité qui n'avait pas encore le nom que vous lui avez donné? Alors tout à fait par hasard, évidemment. Je ne peux pas vous dire que depuis l'enfance et depuis le berceau, je rêve d'être maître de cérémonie et d'aller agiter mes dentelles sur la scène de l'Olympia ou sur la piste de Cheval Passion. J'ai fait des études d'histoire et je me suis dit, non, je ne serais pas capable d'enseigner, il faudra vraiment que je fasse autre chose. Donc j'ai la chance de faire de la radio, beaucoup. À la radio, on vous apprend à ne pas laisser de silence.
Donc du coup, ça m'a donné cette espèce de réflexe un peu reptilien. C'était du temps des radios dites locales C'était au tout privées, début oui. des radios libres, tout début, enfin dans les années 80, la milieu des années 80. Et donc du coup, j'ai le cerveau qui est configuré à parler en permanence, comme je vous le disais, en n'ayant rien à dire. Et donc du coup, j'ai cette espèce de réflexe. Donc ça fait partie des étapes dans mon cursus. J'ai été directeur d'un service culturel dans ma ville natale, Cholet, capitale mondiale du mouchoir et du linge de maison. J'ai mal précisé. En crise. Ça ne va pas bien du tout. La famille a été ruinée à cause de ça, oui. L'arrivée du mouchoir en papier nous a fait beaucoup de mal. Mon pauvre ami. Je voulais qu'on marque un instant quand même pour souligner cette chose. Nous sommes retrouvés sur la paille. Le château a été ruiné à cause de ça. Bref. Et puis après, il a fallu à un moment donné, donc pour restaurer le fameux château, que je trouve un métier. J'ai eu la chance d'avoir une compagnie de théâtre à Cholet, ma ville natale, qui m'a demandé de jouer dans un spectacle pour enfants parce qu'on m'avait vu dans une émission de télé locale. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à courir après l'intermittence du spectacle. Chaque personne qui approche un peu des métiers du spectacle sait ce que c'est. Il faut faire des cachets. Et donc du coup, je me suis dit, je vais créer ce personnage tiré de l'histoire familiale et de mes modestes capacités personnelles. Et j'ai envoyé des plaquettes à tous les festivals de rue. Il se trouve que Chalon dans la rue, qui est, j'ai peine à le dire devant l'ancien président du Festival d'Aurillac, mais un des grands événements des arts de la rue, dirons-nous, un peu l'équivalent d'Avignon. Ça l'est devenu depuis que je ne suis plus président du Festival d'Aurillac. Et tout le monde le dit, vous avez tellement raison. Et en fait, Chalon dans la rue m'a repéré tout de suite et m'a lancé tout de suite. J'ai fait un premier Chalon dans la rue, pas quasiment en in, ce qui est un peu la légion d'honneur dans les arts de la rue. Et je suis reparti de Chalon, j'avais 40 dates signées et je n'ai plus fait autre chose que de la maîtrise de cérémonie. Tout a commencé là. D'accord, donc vous êtes parti du théâtre de rue. Et qui faisiez-vous dans ce premier festival de Je présentais des spectacles. C'est-à-dire que j'accueillais des gens dans un espace qui était un espace professionnel où il y avait des conférences de presse, des rencontres entre les compagnies et les professionnels. Et puis j'allais dans la rue présenter les spectacles sur la place Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, au coin d'une rue. Et la visibilité est venue comme ça. 3 mois après, j'inaugurais l'Olympia qui venait d'être construit et j'étais parmi les quelques artistes invités à présenter cette soirée d'ouverture. Et c'était parti, c'était lancé. Et donc, au fond, ça vous amène dans un nombre d'activités très considérables que vous ne prévoyez pas et que même auxquelles vous candidatez à peine, quelquefois pas du tout. Je ne candidate jamais. Oui. C'est-à-dire que la plupart des grands événements que j'ai la chance de présenter, soit j'aurais jamais imaginé inaugurer l'Olympia, jamais je me suis dit, tiens, je vais inaugurer l'Olympia. Depuis, je l'ai fait une vingtaine de fois, l'Olympia. J'ai joué là-bas une vingtaine de fois. Jamais j'ai imaginé dans ma vie, dans mon enfance, que je jouerais l'Olympia. Et puis, on est venu me proposer le Festival mondial du cirque de demain, qui est la grande manifestation de cirque mondial et que j'ai la chance de présenter depuis 20 ans. Je ne savais pas que ça existait quand on est venu me le proposer. Donc, je suis un peu tombé des nues. Je dis, ah oui, c'est intéressant. Et depuis, je n'imagine pas ma vie sans cet événement-là. Donc, du coup, c'est ça, la chance de mon existence, enfin, une des nombreuses chances de mon existence, car je considère que j'ai une existence qui a beaucoup de chance, ça a été qu'on est venu me proposer des choses dont j'ignorais l'existence. Et aujourd'hui, la moitié, les 2/3 de mon agenda sont occupés par ces événements qui sont des événements récurrents. Le Cirque de demain, ça fait 20 ans que je le présente. Le Festival de rue de Vieux-Condé et les Turbulentes, ça fait 25 ans. Il y a beaucoup d'événements comme ça qui reviennent toute l'année. Et donc, ça fait, je dois jouer 150 fois par an, quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez que parmi vos prédécesseurs dans la fonction d'aboyeur, il y a Pierre Desproges? Ah, je ne savais pas. À l'Olympia. Quand Pierre a quitté le Jacques Martin, je ne sais plus comment ça s'appelait, le petit rapporteur, et qu'il avait besoin de gagner sa vie puisqu'il était parti en claquant la porte, il a été embauché à l'Olympia par le neveu du patron de l'Olympia, Jean-Michel Boris, un peu mon parrain dans ce métier. Absolument un homme délicieux et vraiment quelqu'un qui aimait les arts et les artistes avec un désintéressement et un dévouement tout à fait formidable, là a eu l'idée de lui demander de venir présenter les différents spectacles, les différents artistes qui se présentaient à l'Olympia. Il a présenté notamment Thierry Leluron, avec lequel il s'est lié d'amitié. Pierre avait dans sa loge, quand il a lui-même franchi le pas de faire un spectacle, il avait un carton punaisé au rideau de sa loge, le carton disait « Vous êtes prié d'assister
à la messe de funérailles de Monsieur Thierry Le Luron, tel jour, telle date, église de la Madeleine, et en dessous, il y avait écrit invitation valable pour 2 personnes. C'était Lederman qui s'était occupé de cette... Et il avait aussi présenté Dalida, mais avec sa manière, c'est-à-dire très moqueuse, et il était poursuivi partout par le frère de Dalida, qui était plus dalidesque que Dalida elle-même. Orlando, qui l'est toujours. Orlando, et qui courait dans les coulisses de l'Olympia en disant « mais elle est tuée, elle est tuée, elle est tuée ». Sur ces évocations, Calixte de Digremont, nous allons nous quitter pour nous retrouver et développer quelques informations sur vos activités. Merci beaucoup, et donc au prochain épisode.